Il y a donc 10 ans que Carlos Ghosn est à la tête de Renault, Nissan Renault plus précisément, 10 ans. L'occasion pour la CGT de dresser le bilan du PDG de la marque aux losanges. Sa stratégie a fragilisé l'entreprise, tranche le syndicat à la veille d'une assemblée générale qui s'annonce mouvementée. Fabien Gache, bonsoir, vous êtes le délégué syndical CGT chez Renault. Bon. Autant le dire tout de suite, on l'a vu, le bilan il n'est pas bon pour vous, mais il se trouve qu'aujourd'hui, une banque juge, je cite, les performances de la marque impressionnantes au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 13%, 13,7% précisément, et révise son objectif de cours. Il n'est pas si mauvais que ça, le bilan de Carlos Ghosn? Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue des principaux dirigeants de l'entreprise et des actionnaires, effectivement, le bilan est même très positif, puisque les actionnaires principaux en 10 ans ont touché à peu près 2,7 milliards de dividendes. Carlos Ghosn augmente, comme la presse en a fait état, sa rémunération de manière très très substantielle, puisque que de salaire, ça a augmenté de 30% en seulement un an, quand dans le même temps, il exige des salariés une baisse de la rémunération, une baisse des effectifs. Donc du point de vue des salariés, oui, si on voit le chiffre s'afficher, une hausse, ça fait la une des Échos, augmentation de 169%, c'est de la rémunération, c'est-à-dire les salaires plus toutes les actions. La dotation d'actions qui s'ajoute à ça, c'est ça. Mais de rémunération, de salaire fixe et de la part variable a augmenté de 30%. Et la part variable est assise sur des résultats financiers de l'entreprise et pas sur sa performance entre guillemets ou son efficacité industrielle. Donc du point de vue des salariés, évidemment, le regard est très différent, puisque c'est d'abord des baisses d'effectifs colossales, c'est un tiers des effectifs en 10 ans supprimés, c'est plus de 50% des ouvriers qui ont été supprimés chez Renault. Bref, c'est globalement pour les salariés auxquels il faudra ajouter une perte du pouvoir d'achat assez conséquente, c'est plus de 8% selon l'INSEE pour un ouvrier, et y compris pour les cadres non dirigeants, une perte entre 3 et 7% à peu près. Alors, vous parlez de ces baisses d'effectifs, un tiers en 10 ans, mais est-ce que ça n'aurait pas pu être encore pire avec la concurrence indienne, chinoise? On sait que PSA a resté à chercher plus franco-français, ça lui a encore moins bien réussi. Donc est-ce que cette stratégie d'externalisation, elle ne permet pas quand même aux usines françaises de mieux s'en sortir, paradoxalement? Je pense que les chiffres sont de ce point de vue assez implacables. En 10 ans, Renault a perdu à peu près 900 000 ventes, à peu près, dont 700 000, un peu moins de 900 000. 700 000 ventes en Europe et en France, et 150 000 à l'étranger. Donc déjà, l'internationalisation de Renault qu'on nous a vendue comme étant un passage obligé pour renforcer Renault, on voit bien qu'il y a un vrai problème, puisque la gamme Renault se vend à peu près comme elle se vendait dans les années 70-73. Par contre, la gamme Dacia, elle, a augmenté puisqu'elle n'existait quasiment pas en 2004, et on vend plus de 350 000 Dacia en Europe et 100 000 en France, et comme chacun sait, qu'il n'est pas fabriqué sur le sol français, mais à l'extérieur. Donc non, je pense que c'est même le contraire. C'est-à-dire que plus on dévitalise l'entreprise, plus on fragilise les salariés du point de vue de l'emploi, du point de vue des salaires, plus en même temps on fragilise la capacité d'acheter des salariés. C'est vrai pour Renault comme pour d'autres. Et on voit bien que Renault a largement pâti, la gamme Renault a largement pâti de l'internationalisation de Renault au profit de Dacia et bien sûr au profit des principaux actionnaires. On reparlera de Dacia dans quelques instants, mais cette externalisation, comme on l'appelle, c'est tout simplement pour lutter contre la concurrence, pour faire baisser les coûts. C'est la mondialisation. Alors avec tout le débat que ça peut susciter autour de ça, est-ce qu'il pouvait faire autrement tout Alors je donne un exemple. On nous dit il faut baisser les coûts. Bon. On a externalisé, on a délocalisé plus précisément la Twingo qui était fabriquée à l'usine de Flins en 2007. On l'a délocalisée en Slovénie au nom de la réduction des coûts, puisque les coûts salariaux étaient soi-disant moins chers. Bon. Ceci dit, on vend beaucoup moins de Twingo qu'on en vendait quand elle était fabriquée à l'usine de Flins, d'une part, et d'autre part, le prix de vente client a augmenté de 26% entre 2009 et 2014. Ce qui veut dire que le fait de faire on vend moins de Twingo parce qu'elle est fabriquée en Slovénie. Oui, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser... Les gens se méfient, ils se disent « Oh là, c'est plus fabriqué en France, j'achète pas ». Je pense que ça doit en partie contribuer, mais ce n'est pas le seul élément. C'est qu'en même temps qu'on a délocalisé la Twingo, on a largement et considérablement augmenté son prix de vente. Donc évidemment, quand dans le même temps, la population s'appauvrit du fait de la baisse du pouvoir d'achat et du chômage, il est bien évident que la capacité d'achat se réduit. Et donc, un véhicule comme la Twingo, on voit que ses ventes ont largement baissé. Alors c'est vrai pour la Twingo, c'est vrai pour la Clio, on en vend encore. Ceci dit, on en vend beaucoup moins que Renault en vendait il y a 10 ans. Ce qui veut dire que la différence, ce n'est pas les salariés qui ont bénéficié, mais c'est bien la marge par véhicule qui a largement contribué et qui explique d'ailleurs ce que vous indiquiez tout à l'heure, que les financiers sont très heureux.
Mais alors, pour reprendre quand même l'exemple de votre rival principal en France, PSA, on a assisté ces dernières années à des plans sociaux extrêmement lourds, ne serait-ce que l'usine PSA Aulnay. Ça a été moins le cas chez Renault. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu de la casse sociale évitée tout de même ? Alors, puisqu'on sait que le secteur d'automobile allait mal ces dernières années. D'abord, oui, mais ça résulte de choix. Quand Renault a décidé de délocaliser la Twingo ou de focaliser l'activité de la Clio 4 en Turquie à 75%, de faire intégralement la Mégane en Espagne, ça résulte bien d'un choix des dirigeants qui ont choisi d'abaisser le volume par établissement en France. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, certes, Renault, pour l'instant, n'a pas fermé d'usine. Mais en seulement 2 ans, depuis la signature de l'accord du 13 mars, on a supprimé quasiment 7000 salariés. Je vous rappelle que 7000 salariés, c'est à peu près l'équivalent de 3 usines actuelles de Renault en France. Alors certes, les murs sont restés, mais on a supprimé plus de 7000 salariés. Et j'insiste quand même sur un point, il s'agit à la fois des ouvriers, 5000 à peu près, des techniciens agents de maîtrise, et là c'est une première, avec plus de 600 cadres qui ont quitté l'entreprise. Et qui, de fait, pose un problème à l'entreprise, puisqu'on perd du savoir-faire, on perd des compétences, et ça pose, et c'est ça qui nous interroge beaucoup, sur la capacité de Renault à pouvoir être ce que Renault a toujours été, c'est-à-dire un constructeur généraliste capable de l'innovation et de sortir des véhicules qui répondent aux clients et à des prix qui permettent aux clients de les acheter. Un tiers des effectifs supprimés en 10 ans. Ah bah tiens, justement, en parlant des prix, on parlait de Dacia, ces chiffres, c'est assez étonnant, effectivement. Comment vous expliquez le succès de la gamme ? 140 000 ventes en 2005, quand elle est lancée, 1 142 000 en 2014. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France comme dans une partie de l'Europe. Parce que à correspond, voilà, on fait attention à ce qu'on achète maintenant. Une voiture, écoutez, on va prendre un exemple. Je pense que ceux qui nous regardent peuvent facilement comprendre. Si on prend un véhicule neuf, genre gamme Clio, par exemple, c'est aux alentours de 14 000 ou 15 000 euros, le prix client. Un ménage qui n'a pas trop d'argent, évidemment, c'est ou un véhicule d'occasion, parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter un véhicule neuf, ou un véhicule neuf qui coûte quand même moins cher. C'est le cas de la Dacia. Je rappelle que sur une Dacia, Duster, Sandero par exemple, Renault fait aujourd'hui des marges qui dépassent largement les 10%. Personne ne peut le contester aujourd'hui. Deuxième chose, je pense qu'il faut aussi regarder que le renouvellement de la gamme, quand on compare le renouvellement de la gamme Dacia et la gamme Renault, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que d'un côté, on a paralysé le renouvellement de la gamme Renault, pendant qu'on a multiplié les sorties de véhicules de la gamme Dacia. Donc il y a plusieurs éléments qui expliquent l'augmentation des ventes de Dacia. Mais alors, du coup, pour vous, quelle est la solution ? Vous demandez quoi ? Un rééquilibrage des usines, plus de travail en France, l'État qui s'investit davantage, qui tente de le faire d'ailleurs en ce moment ? Il y a deux questions dans une, en quelque sorte. Premièrement, oui, bien sûr, pendant qu'on a dévitalisé en quelque sorte les usines françaises et son ingénierie, c'est-à-dire que pendant qu'on sous-utilise les moyens de production en France, on surutilise les autres. Je prends un seul exemple, Turquie. C'est tout à fait d'actualité puisque les gens vont bientôt se mettre en grève. Les Turcs, on les fait travailler quasiment 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Et on n'arrive pas à répondre à la demande. Ils travaillent plus de 225 heures par mois, pendant qu'en France, on met y compris certaines usines au chômage. On dit, nous, la question, c'est de rééquilibrer d'une part, les volumes de production. Deuxième chose, c'est pas de mise en concurrence dont on a besoin, c'est de coopération entre les salariés de Renault, parce qu'on fait partie de la même entreprise, et les résultats globaux les résultats de l'entreprise doivent se regarder au niveau global, et pas de mise en concurrence, et pour faire des centres de profit de chacun des établissements. Dernière question, et réponse très rapide. Demain, il y a une assemblée générale des actionnaires, avec une résolution hostile à la mesure du vote, de l'obligation des droits de vote double. C'est une prime à la fidélité qui résulte de la loi Florange. Qu'est-ce que vous dites ? Bravo au gouvernement d'avoir instauré ce vote double ? Écoutez, on pourra dire bravo. Rapidement, s'il vous plaît. On pourra dire bravo si et seulement si il utilise à bon escient le pouvoir qu'il aurait. C'est-à-dire non plus de se comporter comme un actionnaire classique où le taux de marge est la seule boussole, en quelque sorte, mais qu'il réponde à ce qu'on attend de l'État, c'est-à-dire qu'il regarde la stratégie de l'entreprise dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois sur la pérennité à long cours de Renault en France, d'autre part, pérennité de ses salariés, de ses salaires, des conditions de travail, et d'autre part qu'il regarde plus globalement pour l'économie nationale. Et donc vous attendez pour voir, comme l'on dit. Voilà, c'est ça. L'État qui est monté au capital d'ailleurs récemment. Merci beaucoup Fabien Cache d'être venu nous voir ce soir. Merci. Et tout de suite, ce sont les cotations. Le CAC termine en forte baisse, moins 2,59%.